Bonsoir à tous, ici c'est Jima. Avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement. Ce soir, je vais vous amener dans une histoire aussi choquante qu'inexplicable. Une histoire qui vous fera frissonner et qui vous laissera clairement un goût amer. Fermez les yeux, imaginez que vous vivez vous-même cette histoire, que vous entendez tous les cris et que vous ressentez l'angoisse qui vous entoure. Mais surtout, laissez cette histoire s'ancrer en vous. Car parfois, derrière les vérités les plus sombres se cachent des visages les plus ordinaires. Et ce soir, nous partons pour une nouvelle chronique de Jima. Nous partons pour une histoire horrifique qui s'est passée au Canada, le meurtre des Lefebvre et Lucas. Suzanne Lefebvre est une grand-mère comme les autres. Elle a 68 ans et elle vit à Montréal. Et Suzanne n'était pas qu'une simple retraitée. Suzanne était une femme qui consacrait toute sa vie à sa petite fille. Pour vous expliquer en quelques mots, Suzanne est une personne joviale et pleine d'amour. Elle ne manque aucune occasion pour faire plaisir à tous ses proches et pour aider un voisin. En quelques mots, Suzanne était une personne pleine d'entrain, amoureuse de la vie et des choses les plus simples. Et en plus d'aimer tous les gens qui l'entouraient, sa plus grande passion était les animaux. Et chaque jour, on pouvait la voir dans le quartier promener son vieux chien Max, son plus fidèle ami. Suzanne était avant tout une personne qui croyait en la bonté humaine. Elle donnait sans compter, en oubliant souvent sa propre personne. Elle faisait passer les autres avant elle, tout simplement. Et ces qualités-là l'ont rendue si précieuse aux yeux de tous, même aux yeux de Nathan Dubois, un jeune homme solitaire dont elle prenait soin. Ensuite, on va retrouver dans cette histoire Clara Lefebvre, qui est la petite fille de Suzanne. Et Clara, c'était qui? C'était avant tout une artiste en herbe. Clara Lefebvre avait tout bonnement 10 ans au moment des faits, et elle était un rayon de soleil. Avec ses cheveux bruns et ses yeux tout pétillants, elle illuminait la vie de Suzanne. Clara adorait dessiner, elle adorait peindre, et à chaque automne, elle et sa grand-mère adoraient ramasser des feuilles d'arbres qui venaient de tomber pour créer des collages. Clara rêvait profondément de devenir artiste. Plus précisément, elle souhaitait devenir illustratrice. Et elle se nourrissait de sa propre histoire. Mais au-delà de tout ça, Clara débordait d'imagination, débordait de bonté et de joie de vivre tout simplement puisqu'il s'agissait d'une enfant de 10 ans. Et tous les enfants de son école la considéraient comme une amie fiable et fidèle. Clara était toujours prête à aider les autres. Elle partageait souvent son goûter avec ses meilleurs amis et elle consolait ses copains les plus tristes. Mais cette joie, cette innocence allait brutalement voler en éclats, d'une manière inimaginable. Ensuite, dans cette histoire, on va rencontrer Lucas Tremblay, 19 ans, et Lucas c'était un mécanicien au grand cœur. C'est comme ça qu'on le caractérisait dans son quartier. Lucas était le genre de garçon à ne jamais se laisser abattre. Il était un mécanicien passionné avant tout. Il réparait des vélos d'enfants de son quartier et quand un voisin avait besoin de lui, c'était le premier à aller porter son aide. Le soir de sa mort, il rentrait d'une soirée qu'il avait passée chez son meilleur ami. Lucas avait un grand cœur et il ne méritait pas de finir ainsi. Ensuite, dans cette histoire, il va y avoir une quatrième personne, une quatrième victime. Et cette victime s'appelle Sami. Sami Haddad. Il avait 20 ans et on parlait de lui comme un rêveur, tout simplement. Il avait une ambition et c'était celle de devenir architecte. Et lui et Lucas étaient des amis inséparables depuis leur tendre enfance. Sami était le genre d'ami sur qui on pouvait toujours compter. Et ce soir tragique, il se trouvait, sans le savoir, sur la trajectoire du tueur. Et la chance, ou plutôt le hasard, n'était pas de leur côté cette soirée-là. Et la vie de Sami, tout comme celle de Lucas, allait basculer en une fraction de seconde. Qui était le tueur? Alors, le tueur s'appelle Nathan Dubois et il a eu une enfance troublée. Nathan Dubois, 17 ans, est le fruit d'un environnement dévasté. Il grandit dans un environnement où l'amour était clairement inexistant. Son père, chauffeur routier, passait clairement plus de temps sur la route que dans son foyer. Et sa mère, atteinte de dépression chronique, vivait constamment dans l'isolement. Nathan a grandi dans la solitude, rejeté par ses semblables. À l'école, il était tout bonnement invisible, ignoré des autres élèves, moqué souvent même, et par moments rejeté à cause de ses vêtements qui étaient tout bonnement sales et déchirés, mais pas seulement pour ça. Il avait surtout un comportement très étrange. Il se retrouvait donc seul, plongé dans une solitude abyssale qui nourrissait sa haine perpétuellement contre le monde. Et c'est donc pour cela que Nathan passait de plus en plus de temps sur Internet. Et il s'enfonçait
dans les recoins les plus sombres du dark web. Sur des forums, il se liait à des communautés de toxicomanes où la haine, la violence et la souffrance étaient exaltées. Et sur ces plateformes, il trouvait des personnes qui avaient les mêmes idées et idéaux que lui. Peu à peu, sa vision du monde devenait déformée, rongée par cette haine qui le bouffait constamment. Et en plus de consulter des forums un peu particuliers, il allait sur des sites gore où il visionnait des vidéos macabres et il souhaitait tout bonnement s'inspirer de tueurs en série, apprenant peu à peu comment assouvir ses pulsions les plus sombres. Et pendant son adolescence, il a été exclu de son lycée après une altercation très violente avec un autre élève. Et cet incident-là a fait qu'il y a eu un point de non-retour dans sa vie. On avait atteint le point maximal qu'il pouvait supporter. Et il commençait à rentrer dans une sombre folie. Et étant donné qu'il était exclu, il s'est retrouvé auprès d'une famille qu'il n'aimait pas, qui le rejetait, je le rappelle. Nathan s'est retrouvé de plus en plus seul et surtout renfermé sur lui-même. Il passait des jours et des jours et des jours cloîtré dans le noir, dans sa chambre, tout seul, sur Internet, à visionner des sites et des forums qui ont fait aussi qu'amplifier son désir de vengeance et de rage contre la vie et les autres. Et à partir de ce moment-là, il commence à haïr tout ce qu'il ne pouvait pas avoir. Comme par exemple le fait de voir des gens qui sont en famille, puisque lui n'avait pas de famille clairement, mais aussi les enfants et les enfants innocents, parce que pour lui, un enfant, ça ne pouvait pas être innocent, étant donné qu'il a été maltraité depuis sa plus jeune enfance à l'école par des autres enfants. Et il commençait aussi à détester le bonheur. Donc quand il voyait une grand-mère avec sa petite fille ensemble, ça le mettait en rogne, ça le faisait sortir de ses gonds. Nathan, à ce moment-là de sa vie, se sentait trahi par tout le monde. Et chaque sourire, chaque geste de bonté qu'il pouvait voir au sein de la journée faisait monter en lui une colère certaine qui lui faisait encore plus détester les gens. Donc en fait, c'était un cercle vicieux. Plus il voyait du bonheur autour de lui, plus il était imprégné par un mal-être et une idée de vengeance qui le dépassait certainement. À ce stade de sa vie, il avait juste une idée en tête, faire du mal. Clairement, c'était devenu mécanique. Il se levait le matin, il pensait qu'à faire du mal aux autres. Et le soir du meurtre, Nathan a vu ses premières victimes défiler devant lui, pleines d'amour et d'entrain, de bonté et de gestes si doux et pleins d'amour les uns que les autres. Ces deux personnes étaient Clara et Suzanne, et elles étaient tout bonnement en train de promener Max dans leur quartier. Il les a repérées, les a suivies, comme s'il savait que cette nuit-là, c'était la dernière pour elle. Nathan savait ce qu'il voulait. Et la rage qui l'habitait devait absolument se déverser sur ces vies-là, cette nuit-là, pas une autre. Il n'y avait pas de raison, rien n'était rationnel. Pour Nathan, c'était simplement une question de contrôle, de pouvoir. Il voulait tout bonnement éliminer ce qu'il ne pouvait pas atteindre, le bonheur. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est comment Nathan a pu croiser la route de ses deux premières victimes. Et pourquoi ces 4 victimes et pas d'autres? Quel lien physique ou même invisible les unissait, ces 4 victimes? Et donc à présent, on va parler de la relation entre le tueur et les victimes. Et celle des 4 victimes que Nathan détestait le plus, c'était Suzanne. Elle lui était insupportable. Et pourtant, les interactions entre Suzanne et Nathan étaient rares, mais le fait qu'elle lui montre de la bienveillance et de la bonté le mettait hors de lui. Suzanne l'avait remarqué effectivement, que ce jeune homme était toujours triste et souvent seul. Et un jour, Suzanne, bonne samaritaine, lui a proposé de l'aide en lui proposant des lasagnes qu'elle avait fraîchement fait à la maison. Un repas chaud, plein de bonté. Eh bien pour Suzanne, c'était un geste tout à fait normal, mais pour Nathan, c'était un rappel de son échec constant. Nathan a vu cet acte comme un geste d'humiliation. Et c'est donc pour cela qu'il détestait Suzanne. Mais cette haine, cette rage, Suzanne représentait pour lui tout ce qu'il aurait voulu avoir. Et ça, il fallait absolument qu'elle le paye. Et concernant Clara, elle qui était si douce et innocente, était la seconde cible pour Nathan. Non pas parce qu'il la détestait, mais tout bonnement parce qu'elle représentait tout ce qu'il n'avait jamais pu avoir. La personne qui reçoit de l'amour de ses parents et ses grands-parents. Clara représentait en elle-même l'amour et la sécurité d'une famille bienveillante et aimante. Il la jalousait. Et chaque sourire qu'il entendait, qui émanait de Clara, le rendait hors de lui. Eh bien, il commençait à nourrir une haine certaine qu'il allait devoir assouvir. Et c'est donc pour tout ce que je viens de citer que Nathan détestait Clara. Il détestait son innocence et cet espoir qu'elle représentait. Pour lui, Clara représentait ce qu'il n'a jamais pu être. Et qu'en est-il de Samy et de Lucas ? Eh bien, il s'agit d'un hasard funeste. Lucas et Samy n'étaient pas des cibles. Nathan les a simplement vus dans la rue ce soir-là et a décidé que c'était eux les prochaines victimes. Comme ça, tout bonnement, c'est eux. Et comme un prédateur repérant leur proie,
Il les a suivis pour réaliser l'impensable. Alors il a fait peut-être ça pour prouver sa puissance, ou peut-être simplement pour détruire ce qu'il ne pouvait pas comprendre, l'amitié. Et malheureusement, tout a basculé pour les deux pauvres jeunes hommes lorsqu'ils ont rencontré Nathan ce soir-là. Et maintenant, nous allons parler de cette nuit en nous mettant dans la peau du tueur, pour essayer de comprendre ce qu'il a ressenti, ce qu'il a pensé, pourquoi il a choisi ce moment-là pour exécuter son plan macabre, et surtout pourquoi il a agi ainsi. Le jour du crime, la planification macabre et la mise en scène d'un cauchemar. Ce soir-là, Nathan s'était préparé puisque c'était le jour J. Le couteau glissait dans sa poche et il a fait qu'attendre son heure toute la journée. Quelques heures plus tôt, il a pris le soin d'affûter son couteau et chaque mouvement était prévu et calculé. Il ne pouvait pas y avoir de retour en arrière. Ce n'était pas simplement un acte de violence impulsif, mais une décision bien mûrie, réfléchie et une obsession certaine qu'il avait rongée depuis bien trop longtemps. Il les avait observés lentement, patiemment. Suzanne et Clara marchaient main dans la main et Max gambadait joyeusement derrière elle, inconscient du drame qui allait se jouer. Lucas et Samy étaient un peu plus loin, dans la rue, discutant de plein de banalités d'adolescents, insouciants du destin qui les attendait. Nathan avait attendu, silencieux. Il savait que tout allait se dérouler comme lui l'avait prévu. Ça faisait 17 ans qu'il attendait ce moment. 17 ans qu'il avait fait mûrir ce projet de tuerie macabre. Et il était à présent prêt à infliger toute cette douleur qui devait sortir de lui, toute cette rage. Il n'avait qu'un souhait, faire souffrir ceux qui ont tout ce que lui n'avait jamais eu. Et tout s'est passé en un instant. Un coup, puis deux, puis plusieurs. Le bruit du métal frappait la chair, les cris étouffés de Suzanne, le souffle rapide de Clara et le choc brut des corps tombant à même le sol. Nathan ne leur a même pas laissé le temps de réagir. Les coups pleuvaient les uns après les autres, implacables comme une pluie de fureur aveugle. Il n'y avait aucune victime privilégiée. La seule chose qui l'animait, c'était la souffrance. Les entendre crier, les entendre agoniser pour se venger de sa propre vie brisée. Suzanne a hurlé comme il le souhaitait, mais son cri s'est noyé dans l'horreur du moment, dans l'écho de la douleur qui résonnait en elle. Clara, les yeux pleins de terreur, s'est effondrée en essayant de fuir. Mais Nathan ne lui a pas donné cette opportunité. Il l'a attrapée, l'a tirée par les cheveux avant de la ramener dans le noir de la petite ruelle. Clara n'a pas eu le temps de crier. Non. C'est à ce moment-là qu'elle a vu la lame briller comme une promesse fatale. Et puis, les coups de couteau, les uns après les autres, et il finit par l'égorger. Lucas, ayant vu la scène, cherche à protéger Samy en se jetant sur Nathan, tentant, si bien que mal, à désarmer ce monstre. Mais les forces du tueur étaient décuplées avec la rage, et le couteau s'enfonça plusieurs fois dans le corps de Lucas, dans un cri déchirant de douleur. Samy, quant à lui, était sous le choc. Il vient de voir à l'instant même 3 personnes se faire massacrer, dont son meilleur ami. À ce moment-là, Samy était complètement paralysé par la terreur. Il regardait la scène comme s'il survolait la scène, comme s'il s'était dédoublé en fait, comme s'il n'était plus là. Et il regardait son meilleur ami sombrer et mourir devant ses yeux. Dans la ruelle, le sang se répand comme dans une rivière, salissant la terre, les mains et les vêtements de Nathan. Chaque giclée de sang semblait nourrir sa rage, lui donnant encore plus de pouvoir. Mais pour Nathan, ce n'était pas assez. C'est donc pour cela qu'il s'est mis à genoux sur Clara en l'écrasant, son regard déformé par la haine, avant de porter plusieurs coups encore sur son corps afin de la défigurer. Et une fois son œuvre terminée, Nathan s'est tout bonnement redressé. Il respirait très fort, son cœur battant dans sa poitrine comme une cloche notifiant la fin d'une histoire. Il a regardé une dernière fois autour de lui et il vit le corps sans vie de Suzanne, Clara et Lucas. À présent, place au silence. Ce calme, après la tempête, lui paraissait presque irréel. Nathan savait pertinemment que cette scène qu'il venait de créer allait rester gravée dans les mémoires de tous et de toutes. Mais pour lui, c'était une banalité. Il n'avait aucune culpabilité. À ce moment-là, Nathan avait seulement une satisfaction morbide, comme si c'était normal ce qu'il venait d'accomplir, comme si c'était son but ultime de vie. Et c'est à ce moment-là que Nathan s'éloigna de la scène de crime, paisiblement, sereinement, comme si rien ne s'était passé, laissant derrière lui les restes d'une nuit où l'innocence avait été déchiquetée. Et puis les jours passent, normalement, ni remords. Et tout semblait très flou pour lui, comme si c'était un rêve lointain. Voilà, c'était un rêve, c'est tout, c'est un rêve. Il s'est rien passé. Et pourtant, malgré cela, il revivait ces scènes. Il entendait de nouveau le bruit du couteau sur la peau. Il revoyait les visages horrifiés de ses victimes. Et ça engendrait chez lui une satisfaction certaine. Ça lui mettait plein de frissons dans le corps. Et tous ces souvenirs ne faisaient qu'alimenter sa folie meurtrière. Nathan, à ce moment-là, ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. Il se posait même pas la question, à vrai dire. Il se disait que finalement, peut-être qu'il avait eu le contrôle sur sa vie et sur les autres. Et peut-être qu'en les tuant, ça allait donner un sens à son existence. Et la douleur et les cris qu'il avait infligés à
toutes ses victimes étaient devenus des souvenirs si précieux pour lui. C'était devenu une addiction, un poison qui le hantait jour et nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les corps n'ont pas été retrouvés le soir même. Ils ont été retrouvés le lendemain matin du crime. Et la scène a été décrit comme un tableau macabre et déchirant. Le sang tapissait le sol, les vêtements étaient imbibés de sang et les victimes étaient défigurées. Mais dans cette scène violente, il y avait plus qu'un acte de violence. On pouvait voir que le tueur y avait laissé des cris silencieux et des appels à l'aide que personne n'a entendus. Et bien que quelques jours plus tard, la justice se soit abattue sur Nathan, le sang versé cette nuit a laissé des traces indélébiles dans ce quartier et dans l'âme de toutes les familles des victimes. Les ombres de cette nuit-là, à la folie du tueur et à la violence inouïe, tout cela allait prendre fin, mais c'est à quel prix en fait? Le tueur, à présent, est dans les mains de la justice. Est-ce que, arrêté, Nathan allait réellement payer le prix de ce qu'il allait faire? L'arrestation, une fin inéluctable. Après des jours de recherche frénétique, les autorités reçoivent enfin une piste. Nathan, qui était trop sûr de lui, avait laissé beaucoup trop d'indices derrière lui. Il croyait probablement qu'il allait s'en sortir sans encombre, mais la vérité, c'est que la police était sur ses traces. Et c'est lors d'un contrôle de routine que Nathan a été interpellé, comme un prédateur pris dans son propre piège. Et au moment de son arrestation, il n'y a eu aucun cri, aucun souhait de s'enfuir. Il s'est laissé arrêter et a suivi les forces de l'ordre, tout simplement parce qu'il savait que tout était fini. Quand Nathan a été mis en garde à vue, il n'a montré aucune émotion. Il avait tout simplement le regard vide, presque détaché de la situation. Peut-être que dans le fond, il savait que le pire allait l'attendre, parce que vraiment, je vois pas d'autre hypothèse. Et la question qui a hanté les enquêteurs pendant sa garde à vue, c'était tout simplement: pourquoi ces personnes? Que t'avait-elle fait? Pourquoi as-tu fait cet acte gratuit? Cet acte macabre, cet acte violent gratuitement? Mais ce que Nathan confie aux enquêteurs va leur glacer le sang. Nathan va murmurer tout simplement: j'ai agi tout simplement parce que je devais le faire. Je n'ai pas eu le choix. Le gars, en fait, t'as le choix de tuer des gens ou de ne pas les tuer. C'est pas... On te demande pas de faire un choix, en fait, tu le fais pas, tout simplement. Et ces mots-là vont résonner dans la tête des enquêteurs pendant de nombreuses années. Parce que vraiment, ça les a choqués. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû le faire. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Tu tue pas les gens comme ça dans la rue parce que un matin, on se lève et on n'est pas bien. Consulte un psy, je sais pas, va faire de la natation, mange des curly, mais on tue pas des gens. Et donc c'est après cette garde à vue, donc ce qui devait arriver arriva, puisque Nathan a tué 4 personnes, il a été arrêté, donc c'est le moment où son procès va commencer. Et donc le procès commence quelques mois après son arrestation. Et donc Nathan est assis bien évidemment dans le box des accusés, et il est très calme, presque impassible. Et il écoute tout bonnement son avocat qui essaye de le défendre en plaidant la folie. Mais en vrai, ça n'a convaincu personne, cette histoire de folie. La famille des victimes, dévastée, assiste choquée à chaque révélation que Nathan fait. Le détail de l'attaque est répété maintes et maintes fois. Des photos des victimes sont montrées lors du procès et on peut y voir des visages défigurés. Nathan est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la réclusion à perpétuité. Mais alors que le juge lit sa sentence, Nathan ne montre aucun signe de regret. Il baisse la tête, mais il n'y a aucune larme, seulement un petit sourire en coin. Pour Nathan, le verdict est une simple formalité, un moment qu'il attendait depuis toujours, puisqu'il savait qu'il allait tuer, donc forcément il allait avoir une justice derrière. C'était la vie que Nathan s'était imaginée finalement. À présent, on va parler de l'après-crime, et donc on va parler du fardeau du deuil. Le poids du silence s'abat sur toutes les victimes. La sentence de Nathan n'a pas apporté la paix qu'ils espéraient. Au contraire, chaque jour, ils se souviennent qu'ils ont perdu un être aimé. Pour la famille des victimes, le temps s'est arrêté, figé, à l'heure du crime. Le deuil n'a pas de délai, le temps ne guérit pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des témoins de l'attaque, malgré tout. C'est ça qui est incroyable. Les corps ont été retrouvés le lendemain, mais il y a eu des témoins de l'attaque qui, eux, se sont mis à l'abri. Et ces personnes-là sont hantées par ce qu'elles ont vu. Alors ce crime d'une violence inouïe, tout cela forme un tableau sombre et inaltérable. Alors que Nathan purge sa peine, les victimes et les proches vivent dans l'ombre du massacre. Et ce meurtre reste un héritage tragique à jamais gravé dans leur tête. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez été captivés par cette chronique. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez inéluctable en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, partagez cette vidéo, car ce genre d'histoire peut arriver à n'importe qui. Et rappelez-vous, ça n'arrive pas qu'aux autres.